Aujourd'hui, je vous parle des jeux que vous devriez acheter, les jeux que vous pourriez seulement essayer et les jeux que vous devriez complètement ignorer. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je suis tout excité parce que j'ai l'occasion de vous présenter un nouveau segment ou un nouveau format de vidéo sur la chaîne que j'ai décidé d'appeler « Achète-le, essaye-le, ignore-le ». Le but de cette vidéo est plutôt simple, je vais vous parler de 4 différents jeux, 4 titres plutôt récents. Je vais vous faire un petit survol de chacun de ces jeux et après les quelques minutes passées pour chacun de ces titres, je devrais me prononcer à savoir est-ce que c'est une recommandation d'achat, est-ce que c'est une recommandation d'essayer le jeu pour vous faire votre propre idée ou peut-être simplement qu'après une partie ou deux, vous pourriez avoir fait le tour de ce que le jeu propose, ou si c'est plutôt une recommandation d'éviter ou d'ignorer complètement le jeu, soit parce qu'il ne réinvente rien du tout, ou parce que le jeu peut tout simplement être mauvais, bon, ou décevant, disons-le ainsi. Alors, je dois aussi vous avouer que l'idée, le concept de cette vidéo, eh bien, je m'en suis fortement inspiré de la chaîne anglophone All You Can Board, chaîne que j'aime beaucoup, et ça fait déjà quelques mois qu'ils ont commencé ce format. Alors, je me suis inspiré d'eux, j'invente rien, de toute façon sur YouTube, on n'invente jamais rien, mais je tenais tout de même à vous le dire. Alors, avant de commencer à regarder ces 4 titres, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous aimez bien l'idée de ce segment et sans plus attendre, allons jeter un coup d'œil à ces jeux. Le premier jeu dont j'ai décidé de vous parler, eh bien, il s'agit de Imperium Classic, qui a dernièrement vu une version française voir le jour, donc il faut le souligner tout de même que le jeu est disponible en français. Il existe également 2 boîtes avec le titre Imperium, Imperium Classic et Imperium Légende. C'est un jeu de deck building pour 1 à 4 joueurs, un jeu hautement asymétrique, on y reviendra dans quelques instants. Jeu de deck building, donc vous allez commencer la partie avec votre deck et vous allez pouvoir l'améliorer en cours de partie en recrutant différentes cartes qui se trouveront au centre de la table dans différentes catégories. Vous allez vouloir passer à travers votre deck le plus rapidement possible, généralement, pour aller récupérer des cartes plus puissantes et pour passer au stade d'Empire, ce qui va vous donner accès à des cartes encore plus puissantes et qui va vous rapprocher de la fin de la partie et possiblement également vous donner de plus grandes occasions de générer des points, ce qui pourrait vous rapprocher potentiellement de la victoire. Pourquoi je disais hautement asymétrique, c'est que dès la mise en place du jeu, vous devrez choisir l'un des 8 peuples disponibles dans la boîte. Et ces peuples sont radicalement différents les uns des autres. J'ai jamais vu une asymétrie aussi forte dans un jeu de deck building. Vous allez avoir non seulement, oui, des cartes différentes dans votre paquet de base, c'est la moindre des choses, mais des mécanismes de jeu, des éléments de jeu supplémentaires, des façons de faire des combos, de générer des points ou des actions différentes des autres. Vraiment, vraiment, un jeu qui gagne à être joué plusieurs fois pour être saisi, pour être maîtrisé aussi. Et ça, c'est seulement la première boîte, Imperium Classic. Parce que, je vous le mentionne, il existe également Imperium Légende, qui est exactement le même jeu, mais avec 8 nouveaux peuples, des peuples qui sont encore plus complexes et difficiles à maîtriser. Selon moi, c'est probablement l'un des meilleurs jeux de deck building, bien que l'expérience de jeu est toujours, à mes yeux, un peu trop longue, l'expérience d'une partie à plusieurs joueurs. Mais vraiment, vraiment une expérience unique en son genre. Je le qualifierais de jeu à essayer parce que ce n'est clairement pas un jeu de deck building qui va
plaire à tout le monde. C'est pas parce que vous avez aimé Clank ou que vous avez aimé Hero Realms ou que vous avez aimé Harry Potter, la bataille de Poudlard, là, en tout cas le jeu de coopératif là, de Harry Potter auquel j'ai pas joué. Là. Mais c'est pas parce que vous aimez les jeux de deck building que vous allez nécessairement aimer Imperium. C'est très complexe à saisir, à maîtriser. Ça demande un gros investissement, jouer plusieurs parties, idéalement avec les mêmes joueurs, pour que tous les joueurs puissent être du moins de la même expérience autour du jeu. Et c'est pourquoi c'est peut-être pas un contexte qui va plaire à tout le monde. C'est pourquoi je vous recommande de l'essayer, au moins pour une partie ou deux, pour vous faire votre propre idée. Je vous parle ensuite de Iki, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui va nous plonger dans la thématique autour de la ville de Edo, c'est-à-dire la ville de Tokyo, aujourd'hui communément appelée Tokyo, mais il y a de cela quelques centaines d'années. C'est un jeu beaucoup plus euro, c'est-à-dire que vous allez avoir des ressources à gérer, vous allez vouloir faire des points de victoire, vous allez tenter de vous concentrer sur différentes stratégies pour faire le plus grand nombre de points et il y a différentes avenues possibles vers la grande victoire. Ce qui m'intéresse beaucoup dans Iki, c'est le principe de réalisation des actions. C'est-à-dire que vous allez avoir l'un de vos personnages que vous allez déplacer sur une espèce de circuit qui joue le rôle d'une rondelle d'opportunité, une rondelle d'action, et vous allez le déplacer d'un certain nombre de cases, et la case sur laquelle vous allez terminer votre course, eh bien, ce sera la case que vous allez activer. Chacune de ces cases est associée à une action, donc on a 8 différentes actions, si je me souviens bien. Mais en plus de cela, il est possible que dans ce lieu, il y ait un travailleur, qu'il y ait un personnage influent qui s'y trouve. Peut-être est-ce qu'il vous appartient ou peut-être appartient-il à un autre joueur autour de la table. Peu importe, vous aurez l'occasion de l'activer. Si le personnage vous appartient, vous pouvez activer son pouvoir, vous pouvez également activer le pouvoir du lieu, et voilà, une pierre deux coups, vous avez effectué 2 actions. Par contre, s'il appartient à un autre joueur, eh bien vous pouvez effectuer l'action sans problème. Par contre, ce personnage va prendre de l'expérience, c'est-à-dire qu'il va occasionner ou il va octroyer à son propriétaire une mince récompense et va gagner en expérience jusqu'à ce qu'à un moment donné, durant la partie, il décide de prendre sa retraite et va donc générer des revenus constants pour le joueur à qui il appartenait. Et on a toujours ce sentiment-là ou cette méfiance-là autour d'une partie. Est-ce que j'arrête dans ce lieu? Il y a le personnage d'un autre joueur. Est-ce que je l'active ou non? Donc ça, déjà là, c'est intéressant. Mais ajoutez à cela différents mécanismes de jeu, comme justement la collection d'ensemble. On va avoir des poissons, on va avoir des petites pipes à tabac aussi qu'on va pouvoir collectionner, qui vont pouvoir donner des points de victoire. Il y a également des incendies qui vont avoir lieu dans différents commerces à certains moments durant la partie et vous pourriez perdre les personnages que vous y avez placés. Donc beaucoup de choses à gérer et les parties sont toutes très différentes. Et selon moi, je le qualifierais d'un jeu à acheter. C'est vraiment un jeu qui se démarque des autres jeux de ce style. J'aime beaucoup, comme je le disais un peu plus tôt, la façon avec laquelle on va sélectionner nos actions. Lorsqu'on lit les règles, ça semble être un jeu plutôt simple. On assimile bien les règles, mais lorsqu'on est plongé dans l'action, c'est là qu'on constate vraiment plus le casse-tête. On sait ce qu'on veut faire, mais comment y arriver, dans quel ordre. On ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on a prévu. Ça, selon moi, ce sont des points forts pour un jeu de ce type. On a un aspect tactique mélangé avec la stratégie. Vraiment un jeu qui va plaire aux gens qui aiment le type euro et qui aiment se creuser la tête. Je vous parle ensuite de Dice Farm, un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties rapides, 30-45 minutes, un jeu de Rudiger Dorn, qui est un auteur qui généralement fait des jeux qui m'intriguent, qui attirent mon attention.
Et dans ce jeu, on va gérer une petite fermette. Je vous parle un peu du mécanisme principal parce que c'est ce qui m'avait attiré à propos du jeu. Donc, premièrement, le joueur actif va lancer 3 dés, il va en choisir un et il va aller consulter le plateau central. La valeur du dé que j'ai choisi, par exemple 3, eh bien, va correspondre à un kiosque. Sur ce kiosque, je vais trouver une carte amélioration que je vais pouvoir ajouter à mon plateau personnel, l'améliorant ainsi. Mon plateau personnel va être arboré de différents emplacements, chacun avec une action générique. En y plaçant une nouvelle carte, je vais pouvoir l'améliorer. Ensuite, tous les joueurs vont pouvoir jouer simultanément parce que les 2 dés restants qui n'ont pas été choisis, on va additionner leur valeur et tout le monde va pouvoir consulter son plateau personnel et activer l'emplacement correspondant à cette valeur. Et puisque tout le monde améliore son plateau, eh bien, éventuellement, nous n'aurons pas les mêmes actions assignées à la même valeur. Et le but va être de générer des ressources pour les convertir en différentes choses, mais ultimement en points de victoire. Mais il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, concernant Dice Farm, je le qualifierais de jeu à ignorer. Personnellement, ce n'est pas un jeu qui m'a étonné beaucoup. Je dirais que dans ce style de mécanisme, le mécanisme de dés qu'on va choisir et qu'on va lancer et qu'on va aller activer certains emplacements, on connaît déjà Dice City, mais surtout Space Base. Space Base est selon moi la référence, le jeu à battre dans ce mécanisme de jeu, et Dice Farm n'arrive pas à la cheville de celui-ci. Oui, c'est un jeu qui se veut simple, qui se veut très familial, qui se veut court, et pour ça, je dirais mission réussie, là. Ça remplit son mandat. Mais personnellement, je ne vois pas pourquoi je ne jouerais pas à quelque chose de mieux comme Space Base plutôt que Dice Farm. C'est pourquoi, sans aucune crainte, je peux vous conseiller d'ignorer ce titre. Je vous parle finalement de Oltré. Oltré est un jeu pour 2 à 4 joueurs, du moins officiellement, parce qu'il est possible sans problème de jouer en solitaire si on décide d'incarner 2 personnages ou plus. Pas de problème, on peut y jouer en solo. Il s'agit d'un jeu coopératif. Cette fois-ci, on travaille main dans la main vers l'atteinte d'un objectif commun. Par contre, ce qui est particulier dans Oltré, c'est que cette condition de victoire, eh bien, on ne la connaît pas. On commence la partie, on ne sait pas comment gagner. On sait comment on peut perdre, du moins quelques circonstances qui peuvent nous amener vers la défaite. Mais comment gagner, on va le découvrir en cours de partie. Et c'est ce qui fait l'originalité d'Oltré. Jumelé à un mécanisme, ou plutôt un contexte narratif. Dans Oltré, les joueurs incarnent des patrouilleurs qui vont devoir gérer des problèmes au sein de communautés, vont pouvoir construire des bâtiments, améliorer un fortin, construire des tours, vont pouvoir vivre des péripéties, récolter des ressources également, gérer des combats ou différentes situations problématiques. Mais à chaque manche, on aura également une chronique qui va progresser, puisque dès la mise en place, les joueurs vont devoir choisir l'une des 6 chroniques disponibles qui vont jouer le rôle un peu comme d'un scénario narratif. Et plus cette chronique va avancer, plus on va parfois débloquer de nouvelles opportunités ou se restreindre dans certaines des actions qui sont normalement disponibles, mais on aura une trame narrative qui va se dessiner et qui, normalement, devrait vous donner des indices sur ce que vous devriez être en mesure d'accomplir pour remporter votre partie. Et je qualifierais d'Oltré de jeu à essayer. Parce que, et comprenez-moi bien, ce n'est pas du tout que je n'aime pas le jeu, ce n'est pas que je trouve le jeu quelconque, c'est que Oltré propose une expérience coopérative vraiment très différente de ce que les autres jeux coop proposent, avec une autre couche de profondeur, avec l'aspect narratif, avec la découverte de la condition de victoire, et je pense que ce concept-là, c'est tellement nouveau
que ça mérite du moins d'être essayé avant de trancher est-ce que c'est quelque chose que j'aime ou je préfère le contexte du jeu coopératif à la pandémie, à la Ghost Stories auquel je suis déjà bien habitué. Alors vraiment un jeu que je vous encourage à essayer pour vous faire votre propre idée. Alors voilà pour ce qui était de ce premier épisode, appelons-le ainsi, de notre série Achète-le, essaie-le ou ignore-le. J'espère que vous avez apprécié le format de cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir dans les commentaires avec un pouce vers le haut en vous abonnant à notre chaîne. Sachez également que nous avons une campagne Patreon, une plateforme où vous pouvez nous encourager en nous donnant quelques sous par mois pour nous donner un coup de pouce financièrement. Alors si ça vous intéresse, je vais faire apparaître le lien à l'écran. C'est toujours apprécié, peu importe la manière que vous choisissez de nous supporter. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.